l'héritage calamiteux des finances publiques. Nous n'avons pas oublié, le président de la République est confronté à l'urgence d'équilibrer les comptes publics. Nous savons ce que ça veut dire. Nous savons ce que ça veut dire comme sacrifice à imposer. Et nous savons comment ça se mesure. En 10 ans, la droite a doublé la dette publique. La dette publique est passée de 900 milliards en 2002 à 1800 milliards en 2012. Elle a doublé la dette publique. Elle a fragilisé les comptes publics et la capacité de la France à imposer ses choix, notamment dans l'Union européenne. La dette publique est passée de 64% en 2002 à 82% en 2012. Et pourquoi elle a fait ça? Pour recruter dans l'éducation? Pour renforcer la santé publique? Pour recruter dans les hôpitaux? Pour maintenir des maternités dans les territoires ruraux? Pourquoi a-t-elle fait ça? Pour soutenir la magistrature, pour que les juges soient indépendants et qu'ils jugent sans consigne, sans instruction, et qu'on les empêche de démembrer les procédures en les dispersant pour qu'elles n'aboutissent jamais? C'est pas pour ça qu'elle a creusé le déficit. Pas pour ça. Même pas pour sauvegarder la Poste. Ni pour humaniser France Télécom. Et même pas pour assurer l'indépendance de la presse. Pourquoi a-t-elle creusé les déficits? Pour faire des cadeaux aux nantis. Pour faire des cadeaux aux nantis. Pour répartir sur les revenus modestes et les revenus moyens l'effort collectif en faisant des cadeaux aux nantis. Ils ne sont pas des cancans que je fais là. Vous vous souvenez du bouclier fiscal? Merci. Vous vous souvenez du paquet fiscal? Vous vous souvenez des niches fiscales? Vous vous souvenez de l'amendement Johnny? Qui devait nous rappeler tous nos évadés fiscaux. 70 milliards de cadeaux fiscaux improductifs. C'est pour faire ces cadeaux-là que la droite a saigné les finances publiques. Et pourtant, quelle situation a-t-elle trouvé? Une situation qui était en voie d'assainissement. Lorsque Lionel Jospin a terminé sa législature, la dette publique était, je viens de le dire, de 900 milliards. Elle était stable depuis plus d'une trentaine d'années. Mais surtout, il avait réduit la part de la dette publique dans le produit intérieur brut. Il était passé de 60 à 57%. Il avait réduit le déficit des comptes sociaux de 4,4 à 3%. C'est cela que la droite a dilapidé à partir de 2002. Qu'elle a vraiment dilapidé en nous racontant que c'était la crise. Heureusement que nous avons une Cour des comptes. Et la Cour des comptes a fait très clairement apparaître que la crise n'était que pour un tiers des causes de ce creusement de déficit. Et que les deux autres tiers venaient d'ailleurs, des choix de politique publique, de cette politique de connivence fiscale, de cette confiscation de l'État pour favoriser ses amis ou les puissants. Et c'est cela qu'on leur permettrait de revenir faire là à l'échelle des communes en attendant qu'ils recommencent à le faire à l'échelle de l'État. Vous voyez la mobilisation qu'il nous faut pour ces municipales. Vous voyez la nécessité d'endiguer leur volonté de revenir faire main basse sur la puissance publique à l'échelle des territoires. Vous voyez comment il est important que pour cette campagne municipale, nous soyons sur le terrain, que nous parlions aux citoyens,
que nous leur rappelions ce qui a été fait et que nous aidions certains à échapper à la fascination de cette facilité qui galope et qui consiste à faire croire qu'il y aurait d'un côté soit un peuple que de temps en temps on considère comme émotif ou qu'à d'autres moments on considère comme éclairé, et puis de l'autre, des élites, des dirigeants, que parfois on considère globalement comme tous corrompus, et puis à d'autres moments qu'on considère comme étant la seule source rationnelle dans la société. Nous ne devons pas permettre que cette pensée binaire continue à s'installer ni à progresser. Parce que la démocratie, ça n'est pas la réciprocité des mépris. Il n'y a pas une ligne qui sépare d'un côté le peuple et de l'autre côté ceux qui réfléchissent. Parce que dans le peuple, il y a de la réflexion. Et cette réflexion, vous la mettez en œuvre tous les jours. Tous les jours, vous faites face à l'adversité. Tous les jours, vous œuvrez professionnellement dans les milieux associatifs, dans les institutions publiques. Tous les jours, vous agissez. Mais cette richesse est absolument irremplaçable. Irremplaçable. Il faut tous les jours, dans chaque métier, dans la période que nous vivons, une dose d'imagination et de dévouement considérable. Et pourquoi on se priverait de ça? Pourquoi on neutraliserait ça, cette capacité, cette puissance qui existe dans la société? Il faut donc que vous soyez sur le terrain. Reprenez possession de ce pays et de ce territoire. Reprenez possession de la pensée de ce pays. Reprenez possession de l'expression de ce pays. Rappelez ce qu'est l'histoire de ce pays. Rappelez comment ce pays, ce peuple, a su se mobiliser, y compris pour des causes lointaines. Rappelez comment, parfois avec beaucoup d'assurance, il a lancé des messages au monde. Et souvenez-vous qu'aujourd'hui encore, dans le monde entier, les gens qui se battent chez eux, ceux qui luttent contre les inégalités, contre l'exclusion, contre l'oppression, ces gens-là, souvent, pour garder courage, pour garder espoir, ont le regard rivé sur la France. Ne les privez pas de cet espoir. Reprenez possession de l'image de ce pays. Alors je sais que c'est difficile. Nous sortons de 10 années de grande médiocrité culturelle, assumée, affichée. La littérature, c'est peu de choses et c'est surtout inutile. Vous vous souvenez? Oui? Merci. Un mépris affiché pour la littérature. Mais moi, comment j'aurais fait, moi, depuis l'âge de 8 ans que je lis la littérature française? Comment j'aurais fait si, à cette époque, il y avait cette parole publique qui faisait la promotion de la médiocrité littéraire et culturelle? Il n'y aurait pas eu de production, il n'y aurait pas eu de création. La parole publique a un effet aussi sur l'espace de créativité. Condorcet disait que plus un peuple est éclairé, plus ses suffrages sont difficiles à surprendre. Même avec la constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave. Oui, il est esclave de la démagogie qui prospère justement sur les inquiétudes. Il est esclave des illusions de ceux qui parasitent le malheur. Il est esclave de ceux qui lui imposent de penser à sa place et d'accepter des pensées binaires, sommaires, des raccourcis. Il est esclave de tout cela. Mais ça n'est pas l'histoire de la France de renoncer à penser. Ces 10 dernières années, nous avons subi un endoctrinement assez phénoménal, avec, je dois reconnaître, une bataille sémantique et culturelle menée par la droite, qui a imposé un certain nombre de termes, qui a rétréci la pensée dans un certain nombre de concepts, au prétexte de bon sens.
Moi, je préfère en appeler à la raison. Le bon sens, que vaut-il si les informations ne sont pas à la disposition des citoyens? Que vaut le bon sens? Il vaut une compréhension limitée à ce que l'on sait. Il faut donc faire savoir. Et faire savoir cette relation permanente avec les citoyens, c'est un engagement de la gauche. C'est la culture de la gauche. Et ce doit être une doctrine de la gauche. Ce qui devait être fait sur les services publics ne l'a pas été. Et que tous les services publics sont devenus plus chers, notamment les transports. Nous ne pouvons pas prendre acte de cela et nous en accommoder. Il faut un grand volontarisme. Il faut un grand volontarisme. Et ce volontarisme, vous pouvez l'entretenir. Vous pouvez le faire progresser. Vous pouvez lui redonner de l'assurance. Vous pouvez lui redonner confiance. Et nous allons réformer. Nous allons continuer à réformer cette société. Parce que chaque fois que la gauche a été au pouvoir, elle a fait du bien à la société. Il y a des coups à prendre. Ah ben nous allons les prendre. Nous avons le cuir tanné. Nous allons les prendre, ces coups-là. Nous allons continuer d'avancer. Nous allons continuer d'ouvrir le chemin. Parce que nous ne voulons pas bégayer devant nos enfants. Nous ne voulons pas baisser le regard devant la jeunesse de ce pays. Nous voulons au contraire redresser la tête, redresser les épaules et dire, voilà ce que nous avons fait. Voilà ce que nous vous laissons. Et que nous en sommes fiers. Modestes, humbles, pas modestes, humbles, mais fiers. Nous voulons le faire. Et c'est pour ça qu'avec acharnement, nous nous battons tous les jours. Et je vous demande d'être là, de vous faire entendre. Et dans cette première épreuve qui arrive, d'être municipale, d'être là, d'être le meilleur carburant, la plus belle énergie de ce pays, la plus exigeante des énergies, la plus puissante des énergies. Et faites en sorte que, lorsque les résultats seront prononcés le soir des municipales, que ces municipales ne deviennent pas comme un rideau d'épines derrière lequel nous aurions été des acteurs à la langue coupée. Ça, c'est René Char.